Eh bien, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette tribune spéciale sur la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Spéciale est cette tribune ce soir parce que, en plus de notre travail d'investigation, nous avons la présence d'un membre du gouvernement. Il est invité d'honneur à cette tribune. Il s'agit bien du ministre congolais des zones économiques et spéciales, Alain Akwala Atipo. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Et merci pour le privilège que vous accordez à nos médias d'État, qui sont en fait vos médias, parce qu'ils vous permettent justement de parler longuement de la politique du gouvernement dans tous les domaines. Le privilège est le mien plutôt. Merci, Monsieur le ministre. Et pour l'animation de cette tribune, Madame, Monsieur, je suis en très bonne compagnie de ma collègue Angélique Kambissi, journaliste à la rédaction de Télé Congo Pointe-Noire. Bonsoir, Angélique. Bonsoir, Huguette. Ainsi, planter le décor de cette tribune en direct sur Télé Congo Pointe-Noire. Avec vous, Monsieur le ministre, première question d'échauffement avant d'entrer dans le vif de ce sujet. Alors, vous avez sur vos épaules la mission de bien renseigner l'opinion publique sur cet ambitieux projet d'industrialisation et de développement du Congo, un projet voulu par le président de la République et mis en musique par le gouvernement à travers le département dont vous avez la charge. Mais, Monsieur le ministre, un bref aperçu historique de la vision globale des zones économiques spéciales en vaut la peine. Que dites-vous? Écoutez, ce que je peux dire ce soir, c'est de vous remercier. Et dans la vision, effectivement, du président de la République, il est apparu, depuis les années 2009, qu'il était indispensable de diversifier l'économie de notre pays, parce qu'elle repose essentiellement sur le pétrole, d'où la création de ce ministère, qui, entre parenthèses, je vous le signale, est le seul ministère au monde qui s'occupe des zones économiques spéciales, ce qui traduit la volonté ou le volontarisme politique du président de la République. Donc, 4 zones économiques spéciales ont été retenues, sites désignés, et celle de Pointe-Noire, qui bénéficie d'un partenariat stratégique très important avec la Chine. Et ce partenariat est dû au fait que la Chine aujourd'hui, qui devient quand même une puissance économique émergente, et dans sa vision prospective, estime que l'Afrique est le partenaire naturel donc de son développement économique par rapport à la compétition économique qu'il y a au niveau de la planète. Et lors d'un sommet qui s'est déroulé à Johannesburg, où il y a eu le sommet Afrique-Chine, le président chinois donc a fait cette annonce, disant que la Chine mettait à la disposition de l'Afrique 60 milliards de dollars pour pouvoir permettre à l'Afrique de s'industrialiser. Et 3 pays à l'époque ont été retenus, donc c'est à Johannesburg, donc l'Éthiopie, le Kenya et je crois la Tanzanie. Bien. Et lorsque le président s'est retrouvé à Pékin lors de sa dernière visite d'État, c'est au cours de cette visite d'État que, chemin faisant, travail de fond s'effectuant, découverte de la qualité des études de faisabilité que le Congo avait déjà réalisées depuis 2009, prenons en compte justement à travers ces études le fait qu'elles révélaient le potentiel économique de notre pays, la position géographique ou géoéconomique de notre pays et surtout la vision prospective du président par rapport à notre économie, intégrée, si vous voulez, au cœur de l'Afrique centrale. Donc c'est à partir de cet instant que notre pays a été érigé comme 4e pays pouvant bénéficier justement de ces 60 milliards de dollars. Et Pointe-Noire, par rapport à son positionnement, qui est une ville, un département qui a beaucoup de richesses, Riche en potentialité. Bien sûr, que ce soit sur le plan des minerais, sur le plan, parler de la potasse, du magnésium, où là, d'après les spécialistes, les géologues, on considère qu'on a ici des gisements, des réserves qui vont même sur 500 000 ans, vous comprenez? Donc sans compter le pétrole. Donc par rapport justement à ce potentiel économique, eh bien, Pointe-Noire
a été retenu à travers justement un accord spécifique qui a été signé par le ministre Jean-Jacques Gouya. Donc, il va se dérouler dans cette partie de notre pays, il se déroule dans cette partie de notre pays, eh bien, une action économique de niveau mondial. De niveau mondial. Et ces zones, vous avez dit, Monsieur le ministre, ils sont 4 sur l'étendue. Oui, il y a Ouesso, Oyo-Olombo, Brazzaville et Pointe-Noire. Mais Pointe-Noire, on peut considérer que c'est, si vous voulez, la zone locomotive de toutes les autres. Okay. Donc, Monsieur le ministre, là-bas aussi, c'est des vastes étendues comme à Pointe-Noire? Oui, Pointe-Noire, il y a 30 km². Oyo-Olombo, c'est 700 000 hectares. Brazzaville, c'est à peu près 250 000 hectares. Ouesso, c'est à peu près, je crois, autour de 79 000 hectares, si je ne me trompe. Mais ces étendues vastes, vous avez raison de le souligner, c'est que pour le président, une zone économique spéciale, certes, c'est une portion de nos territoires nationaux qui est régie par des textes spécifiques, notamment une loi, qui permet de définir les conditions d'attractivité de l'investissement international, parce que c'est aujourd'hui la composante la plus dynamique de l'économie mondiale. Le monde est en crise, mais l'argent cherche des destinations d'investissement. Et donc, espace qui va catalyser, servir d'accélérateur d'industrialisation, mais ces espaces qui sont importants, c'est parce que, pour le chef de l'État, il voudrait qu'à travers, justement, les activités qui naîtront au sein de ces zones, à travers les parcs industriels, eh bien, qu'on ait aussi des villes qui puissent se développer. Et là, nous allons répondre, si vous voulez, à une problématique très importante qui est l'urbanisation. Ok, Monsieur le ministre, là, on est déjà dans le vif du sujet. Je vous vois très attentionné déjà. Et comme nous disions que cette tribune, elle est faite de notre travail d'investigation et de ce que vous allez apporter comme information autour de cette vision globale des zones économiques spéciales. C'est pourquoi on va vous convier à suivre cet élément. C'est un reportage qu'on a réalisé lors de votre visite avec votre homologue du domaine foncier, Martin Parfait, Aimé Koussou. Et si la réalisation est au point, on va sur ce reportage. C'est une étendue de 30 km² qui va de Kounda, dans l'arrondissement 5 Mongopuku, jusqu'au Torchère de Luango, qui va abriter les installations de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Le coup d'envoi des travaux de délimitation de cet espace est ici donné par le ministre des Affaires foncières et du domaine public, Martin Parfait Aimé Koussou Mavungu, et son collègue des zones économiques spéciales, Alain Akwala Atipo. Avec le ministre Alain Akwala, nous sommes venus pour matérialiser physiquement cette opération de départ, quitte maintenant aux techniciens de continuer à faire leur travail et aussi à tous ceux qui se reconnaissent comme étant dans la zone de se faire identifier pour que le travail puisse effectivement avancer et que l'expropriant, qui est le ministre des zones économiques spéciales, puisse prendre possession de la zone afin de nous donner ce que nous attendons tous, la zone économique spéciale de Pointe-Noire. C'est le point de départ, de manière concrète, de la concrétisation d'une vision stratégique du président de la République. Là où nous sommes, que ce soit pour les jeunes de Pointe-Noire, les jeunes du Congo, eh bien, naîtront près de 42 000 emplois. Bien avant le lancement de ces travaux, les deux membres du gouvernement ont, au cours d'une réunion, rappelé aux propriétaires terriens l'importance de ce projet pourvoyeur d'emplois. Et pour que cette opération soit une réussite, le ministre des Affaires foncières et du domaine public a invité les propriétaires terriens concernés à s'enregistrer auprès de la commission basée au siège de la sous-préfecture de Luango. La superficie est connue. Il vous appartient maintenant à vous de faire la partition qui est la vôtre. Nous donnons un délai d'1 mois. Rappelons que le processus de l'enquête préalable de cette zone a été lancé le 26 décembre 2016 et se poursuit normalement. Eh bien voilà, Monsieur le ministre, là on vous voit sur le terrain avec votre homologue Koussou et ça doit susciter quelques réactions, n'est-ce pas, Angélique?
Oui, monsieur le ministre, vous étiez venu avec votre collègue du foncier, le ministre Koussou. Vous avez rencontré les propriétaires terriens. Vous leur avez annoncé le projet. La zone a été délimitée. Pouvez-vous exactement nous situer exactement cette zone et nous dire ce qui se fera concrètement? Bien. Alors, ce que vous montrez est la suite logique d'une visite technique qui avait été effectuée ici par la China Development Institute. Donc c'est un institut chinois qui se consacre depuis que la Chine existe, si j'ose dire, depuis que Deng Xiaoping avait lancé ce processus de réforme et d'ouverture de l'économie chinoise il y a à peu près une trentaine d'années. Et donc c'est un institut qui réfléchit, qui anticipe, qui fait de la prospective sur le futur économique de la Chine et du monde. Donc l'accord qui a été signé, en présence donc du président Denis Sassou Nguesso et Xi Jinping, engage les deux plus hautes autorités de notre pays. Et donc, cet institut est venu ici, à peu près 3 semaines avant que nous fassions cette visite avec le ministre Koussou Mavungu, pour que nous regardions le site. 24 experts, les meilleurs de la Chine, sont venus ici, avec des drones. Et donc, nous avons fait cette visite sur le terrain. Et à partir de cette visite, 3 séances de travail, et je tiens ici à saluer le professionnalisme, la disponibilité de toutes les directions départementales qui ont permis à ce que les Chinois aient le maximum d'informations sur notre environnement économique, culturel, environnemental, etc. pendant près d'une matinée. Donc je tiens vraiment à féliciter ces cadres-là parce que souvent on entend quand même un certain nombre de choses sur la motivation, la conscience des cadres du Congo. Non, je tiens à le souligner ici, ils ont été extraordinaires. Donc, une fois que nous avons fini cette journée de travail avec la China Development Institute, nous avons travaillé sur l'espace, le site de la zone économique. 2 jours après, est arrivé également à Pointe-Noire le vice-président du Fonds de développement sino-africain. Un fonds qui est financièrement plus puissant que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale réunis. Et donc le vice-président de ce fonds, qui a été reçu d'ailleurs par le préfet Honoré Baka, est venu avec d'autres experts qui sont venus non seulement pour écouter ce que ceux de la China Development Institute avaient déjà comme indication par rapport à la zone, j'allais dire, intramuros, mais avec d'autres experts qui, ceux-là, sont venus pour voir comment travailler sur les voies d'accès qui vont pouvoir à ce qu'on puisse accéder, faire en sorte qu'on accède à la zone économique spéciale. Donc, suite à ces réunions techniques de travail à Pointe-Noire, eh bien, il était important que le ministre Koussou et moi-même venions à Pointe-Noire, une fois qu'on a fait, bien entendu, le choix du site, lorsque la China Development Institute est revenue pour faire une espèce de restitution au Premier ministre, eh bien, nous sommes venus à Pointe-Noire. Lancer donc cette opération de délimitation et de bornage. Donc, c'est la carte que vous voyez. Aujourd'hui, le travail est effectué à près de 90%. Je tiens ici à saluer également les directions départementales du CADAS, des zones économiques spéciales, les cas des grands travaux qui ont fait ce travail. Donc, c'est une première étape par rapport justement à nos engagements vis-à-vis de la Chine. Donc aujourd'hui, les Chinois savent que le site est délimité. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur ? Eh bien, à l'intérieur, nous allons d'abord avoir un port, parce que vous avez la façade maritime qui est là. Donc, il y aura un port qui pourra prendre en termes de superficie, à peu près entre 4 et 6 km² sur les 30 km². Et ensuite, sera adossé à ce port une zone franche. Ensuite, un parc industriel. Et qu'est-ce que nous aurons dans cette zone économique ? Donc, du parc industriel, nous aurons ensuite la ville. Par exemple, demain, on peut imaginer que dans cette ville qui naîtra, on va pouvoir déplacer Télé Pointe-Noire, Radio Pointe-Noire dans cette nouvelle ville. C'est un exemple. Parce qu'autour donc, de ce parc industriel, eh bien, il y aura une naissance d'universités, de centres commerciaux, d'habitations,
de centres de sport, de cinéma, de culture, etc. Pour pouvoir justement permettre à ce que les populations améliorent leur niveau de vie. Et c'est là que, si vous voulez, intervient ce qu'on appelle la naissance de la classe moyenne. Donc nous aurons, dans les grandes lignes, si vous voulez, comme activité industrielle, comme filière industrielle qui seront développées donc sur cette zone, eh bien nous aurons tout ce qui touche la pétrochimie. Voilà, la pétrochimie. Tout ce qui touche la logistique, le stockage, parce que Pointe-Noire est le seul port en eau profonde du golfe de Guinée. Et donc, à partir donc, de ce port, sur le plan logistique, est une filière industrielle qui, mondialement, enrichit des pays tels que Singapour, a bâti des pays tels que Singapour, eh bien, nous pourrons, à partir de Pointe-Noire, eh bien, servir de zone d'éclatement pour d'autres pays qui sont sur la côte maritime, mais aussi les autres pays qui sont, j'allais dire, dans l'Afrique interne. Exemple, vous avez Pointe-Noire, reliée à Brazzaville par le chemin de fer Congo-Océan. Ce n'est pas par hasard que les colons avaient construit cette ligne de chemin de fer. Et c'est d'ailleurs, je crois, le seul chemin de fer au monde, quand on regarde la carte donc, des chemins de fer au monde, qui part d'un port en eau profonde qui donne ensuite sur un fleuve qui est navigable 12 mois sur 12. Sans vous interrompre, est-ce que ce sont autant de ces atouts que vous évoquez qui justifient le choix de ce site? Parce que le département de Pointe-Noire, il est vaste. On aurait dû trouver bien d'autres étendues. Pourquoi non, parce que une zone économique spéciale a, si vous voulez, besoin d'un élément stratégique, cardinal, c'est la façade maritime. Donc, on met en place une zone économique spéciale pour pouvoir faire de l'exportation. C'est-à-dire sortir de ce paradigme qui, depuis la nuit des temps, évidemment, dans la conception et la vision du président, fait que nos pays africains sont obligés de prendre leurs matières premières, on prend nos matières premières, on les exporte à l'état brut, et ensuite, à l'extérieur, elles sont transformées, et nous réimportons des produits finis. Or, lorsque vous exportez un produit, une ressource naturelle à l'état brut, en fait, vous n'exploitez pas ce qu'on appelle la chaîne de valeur. C'est à travers la chaîne de valeur que naissent les emplois. C'est à travers la chaîne de valeur que l'on crée la valeur ajoutée, que l'on crée de la richesse. Et donc, c'est pour cela que la façade maritime est importante. Et si vous voyez bien, toutes les économies mondiales qui ont été construites, que ce soit les économies, les puissances à l'époque telles que l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, la France, etc., toutes ces puissances se sont bâties à partir des façades maritimes. Mais à l'époque, c'était les caravelles, c'était donc c'est une constance. C'est un choix stratégique qui n'épouse pas les folles rumeurs de la population, du citoyen lambda qui dit mais pourquoi cet endroit alors que c'est une question. Est-ce que, si vous permettez, est-ce que l'État a le droit de déloger des populations? Oui, pour cause d'utilité publique. Parce que, en réalité, comment voulez-vous, l'État, qui a la mission de bâtir, si vous voulez, allez, j'allais employer un mot, le bonheur, voilà. Je dirais plutôt l'État qui doit donner une perspective positive à chaque citoyen qui naît. Il ne naît pas pour finir dans la délinquance, pour finir dans la pauvreté. Quand il naît, il y a un rêve. Vous avez rêvé d'être brillant journaliste, eh ben, vous êtes là. Mais pourquoi vous avez réussi à le faire? Parce qu'il y a un État qui, dans sa fonction régalienne, s'est occupé de votre formation. Donc, comment voulez-vous l'État qui doit bâtir le développement ne soit pas capable de posséder la terre? Vous voyez? Or, évidemment, avant la conférence nationale, les choses étaient simples. La terre appartenait à l'État. Mais lorsque la conférence nationale est arrivée, on a ressorti, à juste titre, bien entendu, l'importance de nos notabilités traditionnelles, le fait que votre famille peut être détentrice d'une terre qui appartiendrait, héritée de vos ancêtres. Mais, en contrepartie, il faut l'enregistrer, il faut la déclarer,
au niveau Et du c'est où cadastre. intervient Bon. tout ce processus Voilà. d'expropriation. Donc, de ce point de vue, ça c'est un autre volet. Ok. Je le laisse au ministre Koussou Mavungu qui maîtrise bien le sujet. Donc, nous avons effectivement l'État a le droit de faire de l'expropriation pour cause d'utilité publique, mais dans les règles de l'art, en respectant la loi, c'est-à-dire contre une indemnisation juste et équitable. Parce que nous ne pouvons pas imaginer le Congo de demain, le Congo de nos enfants, le Congo des jeunes d'aujourd'hui, sans envisager quand même la construction d'une économie réelle, d'un tissu industriel. Et Pointe-Noire, en l'occurrence, va pouvoir, au-delà, bien entendu, de tout ce qui est pétrochimie, tous les aspects logistiques, il y a tout ce qui est textile, industrie de boissons, industrie de verrerie, l'imprimerie, le tourisme, la mécanique, parce que toutes ces activités vont forcément susciter d'autres activités. D'où on parle du noyau dur donc des activités, des filières à développer, le noyau dur des emplois directs, je l'ai annoncé, 42 000 et quelques emplois, mais il y a des emplois indirects qui sont à hauteur de 38 000 emplois. Donc quand vous faites la sommation de tout cela, nous nous retrouvons quand même avec plus de 70 000, 80 000 emplois de créés. Les statistiques aujourd'hui établissent que par rapport à la récession que connaît le secteur pétrolier, il y a à peu près entre 20 et 25 000 jeunes aujourd'hui qui travaillaient dans tout ce qui est filière sous-traitance pétrolière qui n'ont plus de travail. Ça sont les statistiques officielles. Mais lorsque on peut susciter, générer 70 000 emplois en faisant la sommation des emplois directs et indirects, ça va combler ça donne déjà une perspective. Oui. Et ensuite, il faut savoir quand même une chose, c'est que la production industrielle, la valeur de la production industrielle qui sortira donc de la zone économique spéciale de Pointe-Noire à horizon 2031 pourra atteindre le milliard 300 millions de dollars. Vous multipliez tout ça par 500 francs CFA, vous avez ce que ça donne sur le plan, on va dire, de la génération de la richesse au niveau de notre pays. Monsieur le ministre, j'aimerais revenir sur le délogement des populations. Oui. Les habitants de Luango ont un souci. Oui. Ils disent que leur village sera rasé. Que leur répondez-vous, monsieur le ministre? Alors, premièrement, nous avons eu l'honneur de faire une communication, le ministre Koussou Mavungu et moi-même tout à l'heure, à la clôture donc, de la session du conseil départemental. On a eu le temps, si vous voulez, d'évacuer un certain nombre de rumeurs. Par exemple, la route des esclaves. On sait que ce site va être hautement historique par rapport à notre histoire. Elle être rasé. Premièrement, il ne fait pas partie. Il n'est pas dans la délimitation des 30 km. Ouais. Par contre, Les habitants? Par contre, le président a instruit la ministre Arlette Nono et puis Motom pour que cette route l'esclavage, cet embarcadère d'où partaient nos ancêtres, aujourd'hui aux États-Unis et ailleurs, eh bien, soit réhabilité. Donc, à travers le processus des zones économiques spéciales, eh bien, ce processus va servir, si vous voulez, de lame de fond pour pouvoir mettre en valeur tout notre potentiel national, économique, touristique, etc. Donc, nous avons rassuré, en présence des membres de la Cour royale, ceux qui sont détenteurs de notre cosmogonie ancestrale, que, bien au contraire, l'arrivée donc de ce processus va pouvoir faire en sorte que ces sites soient demain valorisés. Ensuite, il faut que, c'est notre mission bien sûr, vous allez nous accompagner tout le long que ce processus durera, et ça sera de génération en génération, ça je peux vous le garantir. Mais il ne faut pas que les populations aient à l'esprit que l'expropriation voudra dire que nous allons raser. Voilà, que nous allons raser. Ce n'est pas vrai. Avec les partenaires chinois, il y a ce qu'on appelle un schéma directeur qui sera fait. Une espèce de projection de la planification du port, du parc industriel, de la ville. Mais on tiendra compte, si vous voulez, de nos réalités. Exemple, il y a, je crois, un monastère dans cette partie-là. Mais on ne va pas raser ce monastère. Au contraire, on va faire en sorte que tout ce qui a une signification civilisationnelle,
culturelle soit préservée, puisque nous avons en face de nous, avec nous, un partenaire qui met au cœur de sa culture de la gouvernance ses propres valeurs ancestrales, ses propres valeurs culturelles, en l'occurrence la Chine. Donc les habitants peuvent rester tranquilles. Les choses, le président insiste. Le Premier ministre, à la manœuvre, souhaite que les choses se fassent selon les règles de l'art. Donc, il n'y aura pas de choses faites en catimini et au détriment des populations. Bien au contraire. Ce qui est en train de se construire, c'est notre avenir. C'est l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir des prochaines générations qui est en train de se dessiner. Et c'est là, si vous voulez, qu'on peut considérer que Denis Sassou Nguesso se révèle comme un homme d'État qui est engagé dans la vie politique parce qu'il y a le sens de la patrie, le sens des autres. Et ce qui est d'ailleurs le trait commun de sa génération. Nous touchons, si vous voulez, à travers ce processus de création des zones économiques spéciales, en fait, le sens de tout le combat qu'ils ont mené, ceux de sa génération, pour que nous arrivions un jour à avoir une sorte de maîtrise de notre destin. Si vous n'avez pas une économie qui est prospère, si vous n'avez pas une espèce de maîtrise de votre destin économique, eh bien, vous avez une souveraineté qui est une souveraineté factice. Aujourd'hui, la culture chinoise est connue, elle est respectée parce que la Chine est devenue une puissance économique. Parce qu'elle en a l'expertise dans Bien ce sûr. domaine. Alors, les États-Unis aujourd'hui ont une espèce, ce qu'on appelle de soft power, c'est-à-dire leur culture influence le monde. Pourquoi ? Parce que c'est la première puissance économique du monde. Alors, Monsieur le ministre, l'étendue est vaste. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la durée d'exécution de ce projet ? Ouais. Je peux vous dire que l'étendue est vaste. Eh bien, la Chine a mis 30 ans à se construire. Donc, ça veut dire que ce processus va démarrer. Et comme ça s'est passé en Chine, c'est Deng Xiaoping, un homme, Deng Xiaoping, qui a eu cette vision prospective. Elle a été ensuite appropriée, partagée par le Parti communiste chinois. Et ensuite, c'est le peuple chinois qui se l'a appropriée. Et donc, c'est cette vision stratégique du président Deng Xiaoping qui, aujourd'hui, est sans cesse renouvelée. Donc, j'allais dire, c'est le démarrage qui sera important. C'est le démarrage. Et par la suite, les générations qui viendront poursuivront cette vision stratégique du président Denis Sassou Nguesso. Un démarrage, monsieur le ministre, qui n'est pas pour ces jours-ci. Et vous croyez ? Il est ambitieux et beau ce projet, oui, mais ça, il paraît lent. Il paraît lent. Et à savoir aussi s'il pourra répondre aux attentes immédiates de ces populations. Et... Je comprends que vous exprimez là le sentiment des populations. Ah oui. Le ministère a été créé en 2009, nous sommes aujourd'hui en 2017. Surtout qu'il n'est pas assez cultivé dans la culture de l'urbanisme, l'aménagement, la modernisation. Mais c'est pas facile. Je peux vous dire une chose, c'est que lorsque nous avons commencé à faire les études de faisabilité avec les experts singapouriens, nous sommes en 2009-2010, visite d'État du président à Singapour, eh bien, les Singapouriens nous avaient déjà prévenu que le seul et véritable partenaire qui pourra vous accompagner dans cette vision stratégique sera la Chine. Vous voyez ? Donc, on a mis du temps pour faire les études. Aujourd'hui, notre projet est crédible. La vision du président est, si vous voulez, sur le plan de l'étude crédible. Et je pense même que depuis que notre pays est indépendant, je ne pense pas qu'il y ait eu un processus qui ait pu bénéficier d'une telle expertise en termes d'études de faisabilité. Vous avez là des études économiques, économétriques, marketing, industrielles, infrastructurelles, environnementales. Donc, un spectre assez large. Et qui nous permet d'aller devant n'importe quel partenaire au monde. Et nous sommes crédibles. Donc, concrètement, accord avec la Chine. Vous avez vu, je vous ai expliqué comment est-ce que les experts chinois sont venus. Toute la procédure. Voilà. Et là, le 15 mars, arrive à Brazzaville, à nouveau, le vice-président
du Fonds de développement sino-africain, le 15, pour pouvoir faire une restitution de ce qu'ils ont, eux, analysé, en s'appuyant bien entendu sur les études qui ont été réalisées par les Singapouriens, eh bien, quel est le schéma directeur, quel est le modèle, si vous voulez, de production. Qu'est-ce que nous allons avoir comme filière de production? Et quel est surtout le coût d'investissement, le coût des investissements qui seront réalisés, parce qu'il faudra construire au niveau de cette zone d'abord les routes, emmener l'eau, l'électricité, le téléphone, le haut débit, etc. Et donc, à partir de là, eh bien, il va falloir enclencher le processus d'aménagement du site. Et pour faire cet aménagement du site, on prévoit, vous voyez, c'est très concret, on prévoit construire un quai sur le port actuel et également une route qui pourra servir de route d'acheminement du matériel qui servira à construire la zone économique spéciale. Eh bien, rien que les travaux de déblaiement, rien que ces travaux de déblaiement, de terrassement, peuvent susciter à peu près entre 2000 et 2500 emplois. Et ça, c'est très important pour la jeunesse de Pointe-Noire. C'est là que, si vous voulez, on sent eh bien, la noblesse de l'action politique. Et ça veut dire qu'à chaque étape de ce projet, la population se retrouve autant pour le niveau de développement du pays. Et donc, au regard des informations que vous nous donnez sur ce plateau, la population n'a qu'à prendre conscience et son mal en patience. J'aime bien le mot conscience. Oui. J'aime bien le mot conscience. Nous devons tous prendre conscience. La population doit prendre conscience. Et parce que ça va être un processus qui exigera l'engagement de tous. Un processus qui exigera le soutien de tous. Un processus qui exigera l'adhésion de tous. Parce que là, il s'agit de notre avenir commun. Et ceci, en accord avec les promesses faites par le candidat Denis Sassou Nguesso au rond-point Lumumba. Nous sommes là en train de les réaliser. Okay. Monsieur le ministre, je pense que les populations ont hâte d'être expropriées. Est-ce qu'on peut savoir les différentes étapes? Parce Alors, que là... elles ont hâte d'être expropriées. Peut-être qu'il y a quelque part une sorte de culture de la spéculation. Voilà, il y a tout ça, il y a tout ça. Mais il faudra savoir raison garder. Au niveau du processus, la commission interministérielle, mais qui est présidée par le ministère du ministre Kousou Mavungu, est actuellement en train de faire l'identification au niveau de la sous-préfecture du Luango. Donc, c'est même le deuxième reportage. Voilà, donc il faut que les populations aillent s'identifier. Et tout à l'heure, cet après-midi, ce matin, en milieu de journée, le ministre Kousou Mavungu a annoncé au conseil municipal, conseil départemental, qu'il prolongeait encore la date d'identification d'à peu près d'un mois. Pour attendre les retardataires. Voilà, il faut que tout le monde aille s'enregistrer et il ne faut pas qu'il y ait des gens qui soutirent 5 000, 10 000 francs pour aller, paraît-il, faire ça, c'est faux. Et le ministre Kousou Mavungu l'a démenti. Oui, au début, c'était même ça. Et pendant que vous parlez déjà de la conscience et de la poursuite de cette opération d'identification, et justement, nous avons encore réalisé un deuxième reportage. Et de l'autre côté de la régie, si on peut nous proposer cet élément, et on regardera s'il y a effectivité dans la concordance des propos tenus par les membres du gouvernement et la réaction des populations sur le terrain. Le projet du gouvernement sur l'installation du port et les zones économiques spéciales dans la zone allant de l'arrêt Tati sur la nationale numéro 5 jusqu'à Luango est à sa première phase et cette phase compte 3 étapes. Lancer les travaux de délimitation et d'identification des acquéreurs. La deuxième étape est que la délégation est venue au siège de la sous-préfecture qui a été retenu comme siège de la commission d'identification.
et de la commission d'enquête parcellaire. Et après cette deuxième étape, nous sommes rendus donc en Kunda, où vous avez vu les autorités placer les premières bornes qui devaient servir de délimitation. Pour se faire recenser, deux documents sont à fournir, à savoir la photocopie de l'attestation de vente ou d'attribution et celle de la pièce d'identité. Une lenteur était observée au début de cette opération de recensement au regard de l'affluence des populations où plusieurs centaines de personnes étaient enregistrées par jour et aujourd'hui tout est rentré en ordre. Avec le temps, nous avons amélioré la méthode. Donc désormais, vous êtes venus là. D'habitude, il y a 500, 600, 700 personnes. Mais là, vous avez bien vu que c'est devenu fluide, hein, il n'y a plus de problème. Des rumeurs sur le montant à exproprier circulent. Le sous-préfet a tenu à préciser que ce n'est pas le moment d'en parler, puisque nous ne sommes qu'à la première phase. On ne saurait ainsi parler d'expropriation sans enquête parcellaire, une étape encore lointaine. L'État congolais est un État responsable, a souligné le sous-préfet, et ce projet d'intérêt public permettra de moderniser cette zone. Dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle les déclarations d'utilité publique. L'État s'est rendu compte. Je prends le petit exemple de l'hôpital général de Louagie. Il y avait des gens qui habitaient là. Mais on a senti la nécessité que l'hôpital assisté était saturé. Il y avait donc lieu de construire un autre hôpital général. Mais on s'est dit, où est-ce qu'on peut trouver le terrain? On est au centre là, à Louagie. Mais il y a des gens qui vivent là. Mais c'est l'utilité publique. Aujourd'hui, là, vous n'êtes pas sûr que ceux qu'on a délogés de là ne vont pas se faire soigner à l'hôpital général. Mais qu'en est-il du village de Luango, monsieur le sous-préfet? On ne va pas raser un village, madame. Mais le gouvernement congolais, c'est un gouvernement responsable. Je vous avais dit que la zone économique spéciale va s'installer dans le village. Donc, on va cohabiter. Alors, monsieur le ministre, c'était encore notre deuxième reportage. Vous réalisez bien que le travail d'investigation du journaliste, oui, nous voulons bien le mener pour essayer d'apporter notre pierre à l'édifice en ce qui revient les missions qui sont les vôtres. Angélique, c'était un reportage de Angélique qui est avec moi sur ce plateau. Oui, très beau reportage. Merci, monsieur le ministre. Avec un personnage haut en couleur, hein, notamment le sous-préfet de Luango. Un homme extraordinaire. Un commentaire, Angélique. Oui, hier, monsieur le ministre, nous avons fait un tour justement, vous avez vu ce reportage. Il y avait donc des milliers de personnes, d'acquéreurs. Bon, est-ce que avec tout ce monde-là, il y aura vraiment les moyens d'exproprier toute cette population? D'abord, félicitations pour votre reportage. Merci une fois de plus. L'engouement des populations est visible, est effectif. Et le sous-préfet qui patronne tout cela vous a expliqué qu'au début, il y avait une telle affluence qu'il y avait une espèce de, d'embouteillage, hein, si j'ose dire. Mais depuis, je crois qu'ils ont pris des dispositions avec, je crois, entre 300 et 400 personnes qu'on reçoit par jour. Et aujourd'hui, je crois qu'ils sont autour de 5000 personnes identifiées, voire même au-delà. L'État se donnera les moyens pour réaliser cette expropriation. Parce que lorsque vous mettez dans la balance une perspective d'une création de la richesse nationale, un impact sur le PIB d'à peu près 1,3 milliard de dollars, ce qui est considérable, et pourquoi ne pas se donner les moyens, donc toute sa souveraineté, de trouver justement les ressources financières nécessaires pour exproprier les populations. Et ce sera fait selon les règles de l'art, de manière juste et équitable pour tous. Monsieur le ministre, là nous sommes à l'étape du recensement. Quelle sera la prochaine étape? La prochaine étape, ce sera l'étape de l'enquête parcellaire. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a l'identification et ensuite les équipes devront se déployer maintenant sur le terrain pour vérifier justement la concordance entre ce qui a été annoncé de l'identification et bien l'effectivité justement de la maison, de la parcelle sur le terrain. Et parlons même de ce recensement, monsieur le ministre, est-ce que l'identification plutôt, les critères, les pièces demandées, vous les reconnaissez-vous? Oui, bien sûr. Je crois que les équipes qui sont là-bas reconnaissent les pièces. Hein. Si vous avez un titre foncier, vous avez un permis d'occuper, une attestation de vente, etc. Mais il ne faut pas que ceux qui ont vendu
les terrains se représentent encore pour dire qu'ils sont... Double emploi. Voilà. Et bon, ça, ce sont des choses qui arrivent. La nature humaine est ainsi faite. Et aussi sur les réseaux sociaux, on avait annoncé une indemnisation unique et comment dirais-je, permanente pour tout le monde de 2 500 000 francs CFA. Et on a même imaginé une sorte de marche de protestation ici à Pointe-Noire. Tout cela n'est pas exact. Parce que justement, cette histoire d'expropriation est sujette à beaucoup de polémiques. On sait que autour de ce qui va se passer, généralement, il peut se créer encore autre chose. Vous notez bien la vigilance des autorités en charge de toutes ces questions-là. Est-ce que vous en êtes sûr à ce qu'on ne vivra pas le flou au regard d'autres cas similaires? Bon. Nous savons que dans notre pays, souvent, il y a d'abord, de manière, si vous voulez, souterraine, un certain nombre de tentatives de récupération plus ou moins politiciennes. Mais je crois que face à l'importance d'un tel projet, toute tentative de manipulation est vouée à l'échec. Et les populations s'en rendent compte. Nous pouvons vous dire que les déplacements que nous avons faits avec le ministre Kousou Mavungo et moi-même, nous sentons l'attente, justement, des populations. Et il est clair aussi que nous pouvons, dans le débat politique, dans notre société et dans la cité, avoir des contradictions. Hein, moi qui vous parle, j'étais dans la direction de campagne du président Denis Sassou Nguesso en 2002, en 2009 et également en 2016. Donc j'ai une certaine lecture, si vous voulez, de la carte politique de notre pays, voilà, en fonction des différents scrutins. Et j'ai une claire conscience de la manière dont le département du Kulé et la ville de Pointe-Noire ont voté lors des dernières élections présidentielles. Ce n'est pas un sujet tabou, il faut en parler. Et nous savons que beaucoup de jeunes ont exprimé à travers leur vote une espèce de colère. Ce n'est pas parce que en face de Denis Sassou Nguesso, il y avait un projet politique cohérent, il y avait une équipe gouvernementale potentielle cohérente, il y avait, comme on le dit en Grande-Bretagne, un shadow cabinet. Non, il y avait une espèce de conglomérat de personnalités congolaises, certes respectables, qui exprimaient leurs ambitions, mais c'était beaucoup plus, je dirais, des ambitions un peu pas très bien préparées. Et en face, Denis Sassou Nguesso, par son expérience, la consistance de son projet, a quand même gagné l'élection présidentielle. Donc, ce que nous voulons dire, c'est qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les élections. Il y en a qui se pointent là pour les élections législatives. Mais il faut qu'on ait dans le pays une espèce de... Les grandes nations se construisent à travers une espèce de fil conducteur, une espèce de fil d'Ariane qu'on ne peut pas rompre. C'est ce fil qui est le dénominateur commun de tout un pays. C'est-à-dire aujourd'hui, Alain Akwala, qui vous parle, est en train d'engager un processus des zones économiques spéciales, mais dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce processus se poursuivra. Mais ça ne sera plus Alain Akwala. Il y aura quelqu'un d'autre. Pas peut-être, il y aura forcément quelqu'un d'autre. Je ne vais pas faire 20 ans en train de m'occuper des zones économiques spéciales. C'est pas possible. À 57 ans. Donc il faut quand même avoir ça à l'esprit. Donc il faut que la classe politique, ou ceux qui se considèrent, entre guillemets, comme des acteurs politiques, eh bien, aient ça à l'esprit. Ils ne sont pas l'alpha et l'oméga de la vie de notre pays. C'est en cela que Denis Sassou Nguesso est un cran largement au-dessus de tout le monde. Et il occupera forcément une place à part dans l'histoire de notre pays. Qu'on ne mélange pas la politique à l'économie. Et donc, la politique politicienne. La politique politicienne. La vraie politique, c'est je suis candidat, acteur politique, parti politique, voici mon programme économique. Je pense que de toute l'histoire de notre pays, s'il y a un parti qui a eu à concevoir des plans, qui a une culture de la conception des plans, c'est parce qu'on a du travail. Plan triennal, plan quinquennal, ensuite Nouvelle Espérance, Chemin d'avenir, etc. Et tout cela avec un homme qui en est la cheville ouvrière, c'est Denis Sassou Nguesso. Donc il suffit pas simplement de dire je suis un acteur politique, je suis leader de tel parti politique, mais quand on est un acteur politique, on doit avoir une vision claire
de ce qu'on veut faire de son pays sur le plan économique, sur le plan de l'éducation. Et quand il y en a etc. qui s'approprient la vision du chef de l'État pour battre campagne, c'est de la politique politicienne ou bien c'est une bonne politique Pas du tout. Alors, pas du tout. Parce que Mais c'est ce qu'on va vivre. Mais c'est normal. C'est normal que demain, les candidats de la majorité présidentielle, les candidats du Parti congolais du travail, moi-même j'en suis membre du comité central, demain s'appuient justement. On compte sur eux pour justement aller expliquer aux populations, pour que les populations ne se fassent plus, si vous voulez, tromper par, en guillemets, des prestidigitateurs de la politique et qui mettent en avant ce travail. Voilà pourquoi je suis ce soir face à vous. Voilà pourquoi, à mon petit niveau d'ouvrier de la République, je me bats pour faire en sorte que les prémices de ce projet soient visibles. Monsieur le ministre, j'en reviens aux populations. Oui. Il y a de ceux qui, ou celles, puisque je parle des populations, celles qui sont en train de construire dans cette zone économique spéciale. Il faut qu'elles arrêtent de construire. Voilà, ce serait ma question. Il faut qu'elles arrêtent de construire. Parce que lorsque le ministre Koussou Mavungu a pris déjà une déclaration d'utilité publique, eh bien, si vous avez fait des travaux au-delà de cette déclaration, ces travaux ne seront jamais pris en compte. C'est très bien de poser cette question. Parce que certains pensent qu'une fois qu'on a lancé le processus de création de la zone économique spéciale, que la zone a été délimitée, alors il faut que je construise une maison pour que je puisse faire une opération, j'allais dire immobilière, ou une spéculation, une opération de spéculation. Non, c'est une erreur. Les ressources financières qu'elles ont, qu'elles gardent cela. Il faut que les populations gardent leur argent, qui ne continuent pas à faire les travaux. Parce que la valorisation se fera en fonction de la date où la déclaration d'utilité publique a été prise. Monsieur le ministre, j'ai un souci, puisque nous sommes là pour représenter les populations. Je prends l'exemple... J'aime bien quand vous dites nous sommes représentants les populations. Puisque je les ai rencontrés. Vous avez raison. Bravo. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est à la retraite. Il est à la retraite, il loue. Mais seulement, il a une maison en construction dans la zone économique spéciale. Et il ne reste plus, par exemple, qu'à mettre la toiture et les ouvertures. Bon, le projet arrive, on lui dit d'arrêter. Il est déjà à la retraite ou il sera bientôt à la retraite. Aura-t-il les moyens de continuer à payer sa maison de retraite? Or, lui, l'argent qu'il a pour l'instant, ce serait pour les finitions de sa maison. Qu'est-ce qu'il va devenir, monsieur le ministre? Je comprends le caractère humain de votre question. Si je peux me permettre, cet homme qui est à la retraite sera indemnisé. Si on estime que là où se trouve sa maison, on doit prendre cet espace, sera indemnisé. Et par rapport à cette indemnisation, je pense que la personne pourra se refaire. Voilà. Ensuite, les ressources financières dont cette personne dispose pour faire ses finitions, c'est sa responsabilité. Si elle pense qu'il faut qu'elle rentre déjà dans sa maison, le temps que le processus se fasse, libre à elle. Je ne peux pas, moi, être à sa place et lui dicter ce que ce doyen devrait faire. Mais il est clair que cette personne sera indemnisée. Voilà. Mais oui, mais justement, elle sera indemnisée. Mais la question qui se pose, c'est quand? Justement, c'est quand? C'est le temps qui s'écoule qui fait peur. Je vais vous dire une chose. Parce qu'il est lent, d'après les estimations, il y a une espèce de date, de période. Actuellement, la loi régissant les zones économiques spéciales en République du Congo est prête à être inscrite au rôle des prochaines réunions du Conseil des ministres. La session du Parlement actuel, je crois, s'arrête, le 3 avril. Donc nous avons, dès cet instant, mission d'après le président, pilotée par le Premier ministre, de faire en sorte que cette loi passe en Conseil des ministres, aille au Parlement et soit, nous l'espérons,
adoptée et ensuite promulguée. Donc, par rapport aux échanges que nous avons avec la partie chinoise, nous pensons que l'on pourra, je crois, si toutes les conditions sont réunies, eh bien, la saison sèche prochaine, commencer les travaux. Si toutes les conditions sont réunies. On aura déjà exproprié les gens. Je dis bien si toutes les conditions sont réunies. Premier coup de pioche pour voir enfin... Je dis bien si toutes les conditions sont réunies. Et il n'y a pas de raison que ces conditions ne soient pas réunies. En tous les cas, en ce qui me concerne, je ferai en sorte que toutes ces conditions soient réunies. Ok, Monsieur le ministre, on espère avoir fait tout le contour de toutes les questions autour des zones économiques spéciales du Congo, particulièrement la zone économique de Pointe-Noire qui fait l'objet, qui a exclusivement fait l'objet de notre tribune, parce que c'est ce que j'ai suivi d'ailleurs, votre présence dans la ville capitale économique. Vous avez eu une activité qui devait avoir lieu aujourd'hui. Demain, nous allons nous rendre justement sur le terrain, où tout le bornage a été réalisé, sauf là où il y a, vous avez en vert, ce sont des espèces de ravins, et donc les équipes n'ont pas pu descendre dans les ravins. Et la journée de demain consistera à aller voir tout ce travail, faire tous les différents points, pour voir effectivement, il faut quand même contrôler, non, le travail qui a été fait. Voilà. Ouais. Donc nous serons demain toute la matinée sur le terrain pour ça. Et même si c'est excellent, c'est tout ce monde qui travaille, et c'est comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Bien sûr, parce que moi-même je suis contrôlé par le Premier ministre, et le Premier ministre par Denis Sassou Nguesso, le président de la République. Ok, ben, nous sommes presque arrivés à la fin de cette tribune spéciale. Nous allons, au regard de vos responsabilités, vous soumettre un petit exercice. Oui. Un exercice en votre qualité de ministre des zones économiques spéciales et en votre qualité, je vois l'autre casquette politique. On vous voit déjà vouloir battre campagne sur ce projet des zones économiques spéciales. Si vous pouviez comme ça faire un résumé de tout ce que nous nous sommes dit sur cette tribune pour éclairer la lanterne de l'opinion publique et beaucoup plus de ses occupants, ses ayants droit à l'expropriation qui attendent fiévreusement. Monsieur le ministre. Ce que je peux dire ce soir, on vous remercie bien entendu de m'avoir invité, et j'espère que ce n'est pas la dernière fois, sinon je m'imposerai à vous, parce que j'aurai besoin de venir ici régulièrement pour pouvoir justement vous permettre de couvrir ce travail et à travers vous parler aux populations. Je peux dire ce soir que, à travers ce processus, Denis Sassou Nguesso est en train de préparer le Congo de demain. Je dirais même le Congo de l'après Denis Sassou Nguesso. C'est un nouveau modèle économique qui est en train de se construire. C'est un nouvel horizon. Et les discussions que nous avons eues avec la Chine, c'est vrai, il y a l'Éthiopie, la Tanzanie, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, l'Algérie. Tous ces pays ont effectivement déjà engagé des processus d'industrialisation. Mais au regard, si vous voulez, d'un certain nombre de critères par rapport à l'évolution du niveau de vie des populations, on estime qu'en Afrique, il n'y a pas encore un pays qui a déjà atteint, si vous voulez, le niveau d'une société industrialisée. C'est-à-dire, on n'a pas c'est-à-dire que nous avons des îlots de prospérité, une industrie qui est construite, mais en même temps, vous avez des ghettos par ailleurs. Ça, c'est l'Afrique en général. D'une manière générale. Donc, par rapport justement à la perception, c'est en cela que l'échange avec les Chinois a été très enrichissant. Donc, ils considèrent que nous avons, nous, au Congo, la possibilité de franchir ces étapes, d'aller plus vite que les autres. Parce qu'ils ont étudié les succès, les échecs, les points forts, les points faibles des autres pays africains, plus leur propre expérience. Congo, 340 000 habitants, 4 millions d'habitants au maximum. Eh bien, ce processus ne se construit pas pour les 4 millions d'habitants du Congo. Ce processus se construit pour toute la sous-région d'Afrique centrale. Parce que nous avons des pays tels que la RDC, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, qui sont des pays semi-enclavés ou totalement enclavés. Donc la vision du président, c'est qu'à partir justement du Congo, à partir de Pointe-Noire, eh bien, c'est de construire ce Congo de demain, de construire cette Afrique de demain, c'est-à-dire une Afrique qui aura une croissance économique inclusive, une Afrique dont l'économie sera intégrée, une quête, vous voyez, que
que nous poursuivons depuis quasiment les indépendances. Et sauf indiscrétion de ma part, Monsieur le ministre, on a l'impression que tous les projets du Congo sont aux mains des Chinois. Non. Ils sont les seuls? Non, pas du tout, pas du tout. Tous les projets du Congo, la zone économique de Pointe-Noire, c'est vrai, bénéficie d'un accord stratégique avec la Chine, mais elle est ouverte à d'autres pays. Ah, ok. Dernièrement, je suis rentré de Paris, où j'étais invité au cours d'un think tank qui voudrait voir comment est-ce qu'on pourrait revitaliser, revivifier les relations entre la France et le Congo, et l'Afrique de manière générale, le Congo en particulier, c'est en cela que j'ai été invité. Et au cœur, justement, de ces échanges, il y a eu le processus des zones économiques spéciales au Congo. Et je pourrais même vous recommander une publication du CIAN, qui est un organisme qui s'occupe de tout ce qui est investissement français en Afrique. Eh bien, dans cet ouvrage, dans ce magazine, eh bien, on commence à parler du fait que les zones économiques spéciales peuvent être un modèle de développement, un modèle d'industrialisation de l'Afrique. Mais à la différence des autres pays, qui, dans leur modélisation économique, n'ont jamais pensé bâtir sur un espace vierge, en quelques années, une industrie et une ville. Mais la Chine l'a fait, avec l'appui de Singapour, à partir justement des années 79. Et donc, au jour d'aujourd'hui, eh bien, il y a un regard qui est en train de changer sur le continent. Oui, et nous devons en être conscients. Monsieur le ministre, il y a donc la Chine et la France qui se sont intéressés à ces zones économiques. Non, vous savez, j'ai déjà été en Inde, j'étais à Singapour, j'étais en Malaisie, voilà, la France, etc. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, prenez Oyo Lombo. Oyo Lombo bénéficie d'un accord du même genre, du même type avec l'île Maurice que l'accord que Pointe-Noire a avec la Chine. Mais ce que tous ces partenaires internationaux attendent, qui trépignent, que nous adoptions la loi. Et c'est à partir de là que le processus s'ouvrira au monde entier. Et Monsieur le ministre, si tel est votre mot de fin au sujet de cette tribune, on ne dira pas un dernier mot parce que vous nous promettez de revenir. Je reviendrai, il n'y a pas de dernier mot. Et nous vous disons bien merci, c'est moi qui vous encore remercie. une fois, pour le privilège. Les médias d'État, ce sont vos médias et nous sommes pour accompagner et sinon servir à ce que la communication aille jusqu'au plus loin. Merci. Encore une fois, merci d'avoir répondu à cette tribune. Merci nous infiniment. disions au revoir et à très prochainement. À très bientôt. Pour nous fixer. À très bientôt. Madame, Monsieur, ainsi prend donc fin cette tribune spéciale. Nous le disions spéciale parce que axée sur la zone économique spéciale de Pointe-Noire, aussi spéciale parce que nous avions eu l'honneur et le privilège d'avoir comme invité un membre du gouvernement, le ministre congolais des zones économiques spéciales, Alain Akwala-Tipo, qui, selon ce que nous nous sommes dit, on peut partir de la rassurer de ce que l'information a été bien donnée et est arrivée au point qu'il faut. C'est donc la fin de cette tribune. Nous vous disions au revoir et à très prochainement pour une autre de ce genre encore. Merci.